Alexandra de Bézieux. Avant de vous demander s'ils arriveront à l'heure, les trains de Railcoop, juste un mot, on va définir tout ça, on va bien préciser, mais quand est-ce qu'ils arriveront, les trains de Railcoop? Parce que pour bien préciser, aujourd'hui, on prend le train, c'est la SNCF. Oui, c'est ça. Donc les trains de Railcoop, déjà, les premiers trains de Railcoop vont circuler à la fin de cette année pour du transport de marchandises entre Figeac et Toulouse. Et ensuite, le premier train voyageur va circuler en juin 2022 entre Bordeaux et Lyon. Voilà. L'enjeu n'étant pas tellement de raccorder Bordeaux à Lyon, c'est pas tellement ça l'intérêt, mais c'est plutôt de connecter, ou en tout cas, oui, de connecter ces territoires intermédiaires. Et donc, on est dans une logique un peu différente. Et puis surtout, l'innovation qui réside au sein de Railcoop, c'est cette forme coopérative et cette réflexion qu'on porte entre sociétaires et donc pardon, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Et Sébastien pourra peut-être en témoigner aussi tout à l'heure parce qu'il est impliqué, pas mal impliqué dans la coopérative. C'est aussi de réimaginer en fait une forme de mobilité ou de non-mobilité ferroviaire et d'avoir une approche finalement au train un peu différente en constituant finalement un train citoyen. Vous évoquez Georges... Ah oui, pardon. Non, mais alors allons-y, mais allez-y Alexandra, je vous en prie, pardon. Non, mais vous évoquiez tout à l'heure la question de la voiture individuelle avec ses différents paramètres, composantes, propriétaires, etc. En fait, Railcoop, c'est un peu un nouveau train aussi où on devient potentiellement tous copropriétaires d'un train. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce train? Qu'est-ce qu'on fait dans le train? Qu'est-ce qu'on fait hors du train? Qu'est-ce qu'on fait dans les territoires, dans la gare, dans ce lieu particulier qu'est la gare? Et pour citer, vous aviez quelques références aussi, Georges, littéraires. Moi, j'aime beaucoup aussi les références de Marcel Proust qui dit qu'en fait, le train fait exister le territoire. C'est-à-dire que la voiture, en revanche, quand on arrive en voiture dans un territoire, on ne sait pas bien, on rentre dans une ville, mais alors que le train, on arrive dans une gare. Et la gare, c'est un lieu, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est toute cette réflexion aujourd'hui qu'on porte au sein de la coopérative, que les sociétaires portent, puisque le modèle Railcoop, c'est un modèle coopératif, donc de société coopérative d'intérêt collectif. On va en parler. Et c'est très important cette question de la coopérative et vous allez nous expliquer, mais pour commencer, quel est le point de départ? C'est quoi le constat? C'est les trains sont en retard à la SNCF, alors je vais monter une compagnie concurrente. Non, alors déjà c'est pas une compagnie concurrente, non. Le constat de départ c'est un petit groupe de gens, de citoyens, qui viennent du ferroviaire, qui viennent de plein, enfin des citoyens on va dire, avec chacun leurs compétences, leur expertise, leurs connaissances. À un moment qui partent du constat, qui se disent mais en fait on va s'installer dans les territoires ruraux beaucoup maintenant en se disant on veut le retour à la nature, etc. Mais en fait quand on va s'installer dans ces territoires ruraux, on est obligé d'avoir une voiture individuelle. Il n'y a pas de mobilité décarbonée. Quand on va s'installer au fin fond du Lot, par exemple, il y a très peu de possibilités. Et pourtant, il y a une infrastructure ferroviaire qui existe. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette infrastructure ferroviaire? Donc le constat initial a été celui-là, de se dire, il y a une infrastructure ferroviaire qui existe, il n'y a plus de trains qui circulent. Alors attendez, ça c'est déjà une information, pardon pour moi, en tout cas, je n'avais pas cette info-là. Il y a des rails, vous voulez dire, partout en France qui ne sont pas utilisés? Bah oui, ou très peu, en fait, faiblement utilisés. Alors, l'infrastructure n'est pas forcément partout en très bon état, mais bon, voilà, il y a quand même des trains qui... Dans le micro, Jean-Jamar, pardon. On a privilégié la vitesse. Et c'est ça, et effectivement, et du coup, on s'est dit, mais là, y a cette infrastructure, il y a un besoin de développer finalement l'usage du train dans les territoires pour le transport de passagers, mais aussi pour le transport de marchandises, puisqu'on est quand même dans un enjeu de transition écologique. Et finalement, là, il y a l'ouverture à la concurrence. En fait, pourquoi en tant que citoyen on ne se prendrait pas en main et on ne créerait pas une nouvelle entreprise ferroviaire. Comme ça s'est fait d'ailleurs, on n'a rien inventé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans le domaine de l'énergie, en son temps, quand il y a eu l'ouverture à la concurrence, il y a eu des coopératives citoyennes de production d'énergie renouvelable qui sont créées. Et donc Railcoop est né comme ça, en fait, avec cette idée-là. D'accord, donc il y a cette idée, cette volonté d'un côté, d'un autre côté la permission par la loi, donc ça fait quelques années que ça a été acté. Alors voté. Ça a été officialisé là en décembre 2020, il y a l'ouverture complète à la concurrence. Ça a été effectivement par palier, mais là c'est depuis décembre 2020. Et du coup, alors quelles sont les promesses que nous offre Railcoop, des quelques mots que vous nous disiez, et on va parler ensuite des projets concrets, on va parler des sociétaires, mais d'abord, a priori, c'est quoi la promesse? C'est
c'est ouvrir peut-être de nouvelles lignes. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a de plus à nous proposer, ce transport? Alors, oui, c'est plusieurs choses. C'est effectivement... il y a plusieurs choses, en fait. Alors, il y a la question de la mobilité. On va peut-être parler de la mobilité des passagers. Après, sur la question du fret aussi, on est dans une approche un peu différente. Alors, peut-être juste une parenthèse sur le fret, puisque c'est le premier service qu'on va développer. C'est pareil, on est parti du constat qu'aujourd'hui, en France, vous avez près de 48% de l'emploi industriel qui est dans les territoires ruraux. Et en fait, ces territoires, aujourd'hui, le transport ferroviaire a été essentiellement conçu comme... en fait, et c'est vrai aussi pour le passager quand j'y pense, c'est vrai que quand on fait le parallèle, mais comme du transport de masse, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit massifier, on doit toujours massifier. Or, à un moment, c'est pas possible quand vous avez des TPE, des PME qui sont disséminés dans des territoires ruraux, il faut repenser les choses un peu différemment. Et par exemple, sur le fret, on va lancer à la fin de cette année donc une desserte régulière, quotidienne, un aller-retour quotidien pour faire du transport de petits volumes. Un peu, en fait, l'idée, c'est comme pour le voyageur, vous allez à la gare, vous déposez votre petit colis et vous savez qu'il va partir. Alors pour les entreprises, etc. Mais voilà. Et l'idée, c'est de rentrer dans une logique beaucoup plus fluide pour amener les entreprises à aller retourner vers le train. Voilà. Donc il y a cette réflexion sur ces nouveaux services, sur l'engagement des acteurs du territoire, parce que c'est dans l'ADN de la coopérative, mais encore une fois, je vais y revenir, je ne vais pas spoiler, si je puis dire, la suite de l'interview. Et puis, sur la question, effectivement, du passager, le positionnement de RICOP, c'est vraiment de venir compléter le maillage ferroviaire existant, c'est-à-dire ne pas aller où les autres vont aller. Parce que l'ouverture à la concurrence, il n'y a pas que RICOP qui se positionne sur le marché. Vous avez Tello, vous avez la Renfe, vous avez tous ces opérateurs historiques qui se positionnent. Opérateurs historiques étrangers, c'est ça? Exactement. Mais qui se positionnent sur quoi? Qui se positionnent sur des radiales Paris-Province et qui se positionnent essentiellement sur la grande vitesse. Parce que c'est de la masse, parce que c'est de la rentabilité, etc. Et nous, on a fait le choix de se dire non, on va plutôt trouver les trous dans la raquette et essayer de voir comment on développe un modèle qui permette de développer une mobilité ferroviaire complémentaire en fait des autres mobilités ferroviaires, puisque l'objectif de RICOP, et je tiens à le préciser, c'est bien d'augmenter la part modale du ferroviaire dans cette dynamique de transition écologique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de prendre des parts de marché à la SNCF ou à une autre entreprise ferroviaire, ça n'aurait aucun sens. C'est plutôt de venir renforcer globalement l'offre. Plus on a d'offres et plus on a de demandes dans le ferroviaire. Donc l'idée, c'est plutôt de renforcer l'offre globalement. Et après, on pourra rebondir. Ce que vous avez dit aussi, Georges, évoque beaucoup de choses sur la notion de transport public, de service public aussi, parce là, en ce moment, on est beaucoup interpellé par les syndicats, certains syndicats qui disent « mais en gros, vous venez mettre à mal le service public, etc. » Et c'est une vraie réflexion de fond, parce que en tant que coopérative citoyenne, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, l'acteur public n'était pas là où on pouvait l'attendre à certains endroits, et donc on s'est dit, on se ressaisit de cette question-là. Quel est le rôle du public, de ces sociétés coopératives d'intérêt collectif? Donc, quelle est cette définition public, intérêt collectif? C'est des réflexions qu'on porte au sein de la coopérative. Et puis globalement, mais ouais. Mais sur ces radiales Paris-Province déjà bien existantes et sur lesquelles d'autres concurrents, des nouveaux concurrents de la SNCF vont se positionner, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et je voulais vous en parler justement. RailCop enfin va permettre de passer de... je crois que la ligne un peu que vous mettez en avant, c'est le Bordeaux-Lyon. Mais voilà, enfin on va pouvoir faire des déplacements de ville à ville sans passer par Paris. C'est quand même incroyable parfois sur des villes pas si lointaines, ou alors c'est 5 heures de TER entre Bordeaux et Marseille, mais sinon on est toujours avec un passage par l'une des 5 gares parisiennes. C'est vraiment l'idée de RICOP, c'est vraiment, et c'est pas, encore une fois, c'est pas tellement de connecter Bordeaux à Lyon, c'est de connecter Ghana à Lyon, c'est de connecter Ghana à Bordeaux, Limoges à Lyon. Aujourd'hui, vous pouvez pas le faire en direct, vous êtes obligé de prendre, soit si vous voulez prendre le train, vous passez par Paris, et sinon, la plupart du temps, vous prenez la voiture. Mais aussi la question et la réflexion qu'on porte au sein de RICOP, c'est de se dire comment, si on veut vraiment ramener les gens à ne plus utiliser la voiture individuelle qui est quand même encore bien ancrée dans les pratiques, c'est aussi de se dire quel type de service à bord on peut proposer, quel type d'expérience finalement on peut proposer, quel type... Et c'est toute la réflexion aujourd'hui qui est portée par les sociétaires. Écoutez, racontez-nous alors, et puis après on y viendra quand même sur ces sociétaires, parce que ça fait partie, je crois savoir, de l'essence même de ce projet, mais les services en question, alors quels sont-ils Alors justement, je voulais
Ah bah voilà. Vous avez prévu, voilà. J'avais deux, trois planches, mais c'est pas. Ouais. Voilà. Les sociétaires, donc donc les services avant des sociétaires, c'est la question que vous m'avez posée. Les sociétaires avant les services. Moi j'aime bien parler des sociétaires parce que c'est vraiment et les services bien évidemment, mais je vais y venir. Mais donc aujourd'hui, pour vous dire, quand on a créé RICOP le 30 novembre 2019, on était 32. Aujourd'hui, on est plus de 8300. Enfin, oui, voilà, c'est pas même complètement à jour, 8300. On a 5 collèges de sociétaires. Et ça, en fait, c'est vraiment les choses qui sont... Alors, je ne vais pas dans le bon sens, mais je vais y arriver. On a 5 collèges de sociétaires, donc on a aussi on a les salariés. Et ça, c'est le principe d'une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que demain, les cheminots, s'ils le souhaitent, ils pourront devenir sociétaires de RICOP. Et ils auront le même pouvoir au sein de la coopérative que les autres collèges de sociétaires. Ils auront 20%. Chaque collège a 20% des voix en assemblée générale. Le principe de la coopérative, c'est que c'est une personne égale une voix, donc dans son collège, c'est-à-dire que ce n'est pas le nombre de parts détenues, ce n'est pas le capital qui donne le pouvoir. Et ça nous semblait essentiel pour créer les conditions de cette intelligence collective. Voilà. Donc on a les salariés, on a les bénéficiaires personnes physiques, donc les citoyens mineurs et majeurs. Et j'insiste, et c'est le seul statut d'entreprise qui permet d'associer aussi les plus jeunes dans la gouvernance. Et ça aussi, quand on parle effectivement d'avenir, de projection, je trouve que c'est très important aussi d'avoir... les plus jeunes générations aussi dans l'entreprise, dans l'aventure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes physiques. Aujourd'hui, sur les 8000 sociétaires, on a 90% des personnes physiques, mais c'est en train de s'équilibrer un peu plus. On a 2 collèges de personnes morales. On a les partenaires techniques et financiers. Donc, ce sont des acteurs associatifs, des entreprises. On a, par exemple, l'Association française des voies vertes et des véloroutes. On a une association française de woofing. On a des associations de défense de ligne qui nous ont rejoints, qui apportent leurs connaissances techniques à certains, pour faire avancer le projet collectif. On a des entreprises, par exemple des opérateurs de tourisme dans les bénéficiaires personnes morales qui voient un intérêt à RICOP. Et puis, on a les collectivités locales aussi, mais qui rentrent au sociétariat pas en subventionnant un service, qui rentrent en tant qu'actionnaires d'une entreprise. Donc ces collectivités locales investissent auprès d'autres investisseurs, et demain, s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aussi retirer leur billet. Enfin voilà, c'est pas une logique, on se positionne bien sur une logique de services librement organisés, je vais y revenir, c'est le positionnement qui est le nôtre, c'est vraiment de dire on se positionne sur le service librement organisé, c'est-à-dire là où on ne va pas chercher de la subvention d'exploitation, je ne le dis pas forcément d'ailleurs dans ce slide que je vous projette là, mais voilà, c'est le positionnement de RICOP. Donc on ne va pas chercher de la subvention, on se positionne on essaie de créer et d'inventer avec cette intelligence finalement un modèle économique qui est basé sur un modèle économique qui n'est pas un modèle qui est conduit par la lucrativité. On est une société anonyme, donc on ne peut pas être structurellement déficitaire. Mais néanmoins, l'objectif de la société coopérative, c'est minima d'être à l'équilibre. Et d'ailleurs, on est donc une société coopérative d'intérêt collectif. On est déjà tenu par la loi à réinvestir au moins 57,5% de nos bénéfices dans l'objet social de l'entreprise pour renforcer son objet social, à savoir le développement du ferroviaire. Donc, ce n'est pas pour rémunérer les sociétaires. Enfin, je pense que les sociétaires qui sont rentrés dans RICOP sont, je sais pas, Sébastien vous dira, mais sont pas rentrés dans une logique de se dire dans une logique start-up où super, on va maximiser nos gains et on va gagner plein de sous, quoi. Enfin, si c'est le cas, je pense que vous êtes trompés. Voilà. Mais c'est plutôt se dire, on participe à une aventure collective, parce qu'il y a aussi un attachement au train en France qui est assez important, et on participe à cette aventure collective, à cette construction d'une nouvelle entreprise ferroviaire. Voilà, je sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Mais du coup, on comprend bien effectivement combien cet enjeu de participer avec des sociétaires, c'est complètement constitutif du projet. Et peut-être alors, venons-en maintenant, et effectivement, c'est peut-être l'heure aussi d'en arriver là. Alors peut-être vous voulez nous parler des cercles en question, j'aurais voulu parler de ça parce que c'est vraiment au cœur de l'intelligence collective au sein de RICOP. Il faut qu'on ait un mot après sur les services tout de même. Oui, mais j'ai la carte avec les services, vous inquiétez pas. Oui, parce que bien évidemment. Donc aujourd'hui, des sociétaires, on en a partout en France, partout dans le monde en fait. On a plus de 22 pays représentés dans la coopérative. Ces sociétaires, ils votent pas simplement une fois par an en assemblée générale. Ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent encore une fois, de s'engager dans des cercles de réflexion
que les sociétaires eux-mêmes proposent. C'est-à-dire que c'est pas le conseil d'administration de RICOP ou la direction générale qui dit il faudrait travailler là-dessus. Non, il faut au moins être 5 sociétaires pour dire tiens, moi j'aimerais bien travailler sur train et handicap, sur train et vélo. Et Sébastien, je pense que tu pourras nous en dire un mot peut-être tout à l'heure. Ou on a des cercles thématiques et on a des cercles locaux. Aujourd'hui, on a 2 cercles locaux, un cercle à Bordeaux et un cercle à Lyon. Bon, voilà. On a un cercle en Ile-de-France qui devrait se monter bientôt, un cercle à Limoges, à Guéret, enfin voilà, et des sociétaires qui localement se disent bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire localement sur le territoire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, là, on vient de contractualiser avec Gare et Connexion pour nos gares. On vient de lancer donc une assistance pour l'aménagement de nos gares auprès d'un cabinet qui s'appelle Félix Associés. Et donc, cet aménagement des gares va être aussi proposé, construit, discuté avec les sociétaires qui sont le long de la ligne. Attendez, ça veut dire qu'il y a des gares qui seront uniquement utilisées pour des dessertes RailCop ? Alors, oui, il y a des gares qui sont uniquement utilisées pour des dessertes de RailCop, en l'occurrence la gare de Ghana qui actuellement est fermée. Et comme on redessert Ghana, la gare va réouvrir. Et donc, ça sera a priori plutôt des réouvertures de gares déjà existantes, ou alors même vous pouvez envisager de créer des nouvelles gares dans des nouveaux lieux ? Non, pour le moment, on ne va pas créer une nouvelle gare. Alors, le ferroviaire est quand même une activité très réglementée. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cercle Train réinventé, nouveaux services en gare, la question, c'était de se dire, finalement, les espaces en gare, parce qu'on a imaginé plein de choses en termes de services, en termes... Le train, vecteur de mobilité, de non-mobilité, il y a des choses par exemple toutes bêtes, mais c'est peut-être pas très, très innovant, mais quand même, je pense qu'en termes de lien et de rapport au territoire, de se dire, à un moment, la gare peut être aussi le lieu où, par exemple, on doit emmener sa veste au pressing dans la petite ville où on habite, il n'y a peut-être pas de pressing, mais par contre, on peut la déposer à la gare, hop, ça va partir par le train dans la ville d'à côté, puis c'est ramené le soir, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des services qu'on veut faire vivre au sein des gares, et on se dit, ce ne sera peut-être pas uniquement à la gare, ça peut être des lieux un peu dans la ville, un peu plus loin, mais qui sont quand même connectés au train et à la gare. Voilà, pardon, ce sont des réflexions qu'on porte au sein de la coopérative. Donc voilà, donc ça fait lien, cette question des gares, fait lien aussi avec nos services. Je ne saurais pas aller dans le bon sens. Non, c'est moi, pardon. Ça marchait bien pour Georges, mais je n'y arrive pas. Bon. Voilà, alors on a notre première ligne voyageur donc, entre Bordeaux et Lyon, donc on va lancer en juin 2022. Donc là, on est en phase de contractualisation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs pour la cession de rames qui seront des rames d'occasion, qui sont c'est ce qu'on appelle les X72-500, c'est un peu technique, mais c'est des anciens TER. C'est pas forcément la panacée en termes de confort. On va un peu retravailler les choses sur les services, mais en fait, c'est aussi autre chose qu'on cherche au sein du train RailCop. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être confortable. Hein. Bien évidemment, on va chercher un minimum de confort, etc. Mais c'est aussi de se dire, l'important, c'est aussi de recréer cette liaison. Puis, bon, Rome ne s'est pas construite en un jour, hein, donc on débute. Hein, on est une start-up du ferroviaire, si je puis dire. On est une nouvelle entreprise ferroviaire. On est un petit pousset, donc forcément, on avance comme ça. Mais donc, on va commencer donc, sur la ligne Bordeaux-Lyon. Et puis, on a notifié 2 autres lignes à l'autorité de régulation des transports, la ligne Rennes-Toulouse et la ligne Lyon-Thionville. Et aujourd'hui, nous avons notifié encore 8 autres lignes qui ont été proposées. Vous pourrez les diffuser. Enfin, de toute façon, ça va être rendu public. On a... pas grave si on n'a pas l'image, on va essayer de les on a Bâle-le-Croisic, on a Nice-Quimper. On a, alors je vais plus les avoir toutes en tête. On a Lille, Nantes, et ensuite on a Lille-Nantes, mais pas par la liaison, enfin voilà, par la côte. Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a alors la liaison Thionville-Lyon. On va la prolonger en fait vers Saint-Étienne d'un côté et vers Chambéry de l'autre. Voilà. Bon, voilà. Donc il s'agit vraiment de parce qu'effectivement on a beaucoup entendu parler. À propos de RailCop, on a beaucoup entendu parler, notamment du Bordeaux-Lyon. Mais voilà, il s'agit vraiment de repenser une carte de ferroviaire à l'échelle de tout le territoire. Alors voilà, ça c'est les lignes donc qui ont été ça ces trois. Dans votre micro. C'est Georges Amar dit tout sauf Paris. Alors, on est sur un positionnement effectivement de ligne transversale province-province. On est aussi sur des réflexions sur des liaisons plutôt de ville moyenne. Par exemple, aujourd'hui, dans le sociétariat de RailCop, on a le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est dans un territoire très rural. Le syndicat est propriétaire de son infrastructure ferroviaire. C'est une infrastructure de 150 km, sur laquelle aujourd'hui, il y a très peu de circulation. Enfin, il y a un tout petit peu de fret, un petit train touristique l'été. Et l'idée, c'est de se dire comment on développe un modèle économique sur cette desserte pour utiliser
cette infrastructure comme une desserte du quotidien. Et c'est là aussi où ça rebondit sur ce que vous disiez, Georges, sur ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire de sortir de cette conception, il faut aller d'un point A à un point B, parce que sinon on ne trouve pas de modèle en fait. Alors oui, dites-nous, et pourquoi la SNCF ne le fait pas en fait ? Pourquoi finalement il n'y a pas déjà ce service-là offert par la société qui est en... Alors vous parlez du Bordeaux-Lyon ou vous parlez des dessertes vous parlez là plus locales de la desserte dans le Livradois oui, on pourrait leur poser la question, mais en fait je pense qu'effectivement la politique ces dernières années, ça a été quand même de tout miser sur le TGV. C'est assez intéressant d'ailleurs sur cette liaison Bordeaux-Lyon. Quand on regarde l'histoire de cette liaison, on voit qu'il y a eu beaucoup d'investissements de fait dans cette liaison. Il y a une modernisation du matériel roulant avec les turbotrains, il y a eu l'introduction de la climatisation, du wagon-restaurant. On voit pendant plusieurs années en fait vraiment une amélioration significative du service. Et 1992, l'arrivée du TGV Atlantique. Et là, en fait, le temps de parcours se rallonge, il y a moins de dessertes quotidiennes, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi des choix d'investissement à un moment donné qui ont conduit à ça, en fait. Donc voilà. Ouais. Dans votre micro, Georges Amar. Ouais. Il faut casser un paradigme quand même. Oui, voilà. Bon, c'est pas casser au sens violent du terme, hein. Mais un paradigme, ça influe vraiment dans les esprits et dans les décisions, dans les critères de choix, d'arbitrage. Non mais pardon, alors j'ai parlé tout à l'heure du Bordeaux-Marseille, sous-entendant qu'il était trop long avec ses 5 heures, mais finalement 3 fois par jour, on n'a pas de changement, c'est quand même assez agréable après tout. Et puis on peut rentrer le vélo dedans puisque c'est un TER, n'est-ce pas Sébastien Marek? Parlons-en peut-être justement du vélo dans le train, je crois que ça c'est... Enfin, je ne sais pas quelles sont les revendications, les attentes qui ont été formulées par vos sociétaires, Alexandra de Bézieux, mais cette question de l'intermodalité, la multimodalité, vous allez me dire peut-être le bon mot, mais en tout cas de pouvoir effectivement prendre son vélo dans le train, j'imagine que tous les cyclistes se posent cette question et peuvent attendre des choses de votre société coopérative. Alors je sais pas, Sébastien, toi est-ce que tu veux parler de ce que vous faites dans le cadre du cercle Train plus Vélo ou... Ouais. Donc il y a un cercle. Vous vous êtes rencontrés ce soir tous les deux? On s'est rencontrés ce soir. D'accord, c'est vrai que, voilà, moi je connais pas forcément tous les sociétaires de RICOP, comme on est quand même nombreux maintenant dans la coopérative. Mais oui, on s'est rencontrés ce soir et c'est chouette. C'est très bien. Mais oui, il y a un cercle Train plus Vélo qui travaille effectivement sur cette articulation, donc à la fois sur la manière de faciliter l'emport des vélos à bord, la question de l'accès dans les gares, etc. Aussi sur des questions d'articulation, par exemple avec les véloroutes et le train... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez été consulté en tant que cercle, mais je sais que sur le cercle Service annuel 2023, donc qui a fait ces constructions de nouvelles lignes qu'on va pouvoir développer demain, il y a eu cette réflexion de bien articuler les dessertes avec les véloroutes, par exemple, d'intégrer cette dimension. Voilà, des choses comme ça. Et puis, là, vous venez de lancer un questionnaire, il va être publié bientôt, là, sur les attentes, justement. Sur l'attente des cyclistes, sachant que... la principale préoccupation, c'est d'accueillir d'abord les cyclotouristes, les gens qui font du tourisme à vélo. C'est pas les lignes dont vient de parler Alexandra ne sont pas des lignes destinées tellement aux pendulaires. Il ne s'agit pas d'accueillir tous les gens qui veulent aller d'une gare à une autre et qui veulent faire du vélo plus train plus vélo, par exemple. Sachant qu'il y a toujours... pour ce qui est du déplacement pendulaire à vélo, domicile-travail, il y a toujours la problématique de l'occupation que prend la place, des vélos dans le train, la place que prend le vélo dans le train. Et il n'y a aucune compagnie, aucun pays au monde qui a basé son système d'intermodalité, de complémentarité entre le train et le vélo, en misant sur seulement l'emport des vélos dans les trains. Donc il faut penser aussi le stationnement aux abords des gares et l'accessibilité à la gare à vélo. Et puis pour ceux qui doivent vraiment prendre leur vélo dans le train, et typiquement les cyclotouristes ou des gens qui veulent se déplacer en week-end par exemple, leur assurer de bonnes conditions pour cet emport dans le train. Un emport sécurisé, pas de difficulté pour accéder au train à vélo à travers la gare, dans les escaliers, dans les ascenseurs, etc. Et puis un espace de circulation adapté dans le train et de stationnement. Et donc le cercle réfléchit au matériel qui pourrait être installé, au type de rack qui pourrait être installé dans les trains pour assurer le meilleur service.
sachant qu'en plus la gamme de vélos se diversifie, est en pleine diversification en France. Donc, Oui, le vélo cargo dans le train, on va peut-être attendre un petit Voilà, peu. Si c'est déjà ça. on pouvait rentrer des VTT, ça serait très bien. Enfin, justement, parce que dans l'aménagement des rames, on a prévu d'avoir justement un wagon-fourgon pour permettre l'emport de bagages volumineux, l'emport de vélos éventuellement cargo, etc. Donc bon, tout ça, on est en train d'organiser tout ça, mais c'est bien l'idée. Quand on dit on veut prendre des parts de marché à la voiture, c'est-à-dire qu'il faut penser aussi à un nouveau service ferroviaire et de pas être aussi dans une logique, encore une fois, de massification. Si on veut trouver un équilibre économique sur ces lignes-là, il ne s'agit pas d'imaginer de mettre le plus de gens possible dans le train parce qu'on n'y arrivera pas, mais plutôt de voir comment on dégage de la valeur sur les externalités positives du train. Voilà. Et donc c'est toute cette réflexion voilà, que comporte. Mais cette histoire de rame réservée au vélo, c'est un peu un retour vers le passé finalement, vers ce qui existait, parce que jusqu'aux années 70, début des années 80, la SNCF proposait sur les lignes express, longue distance, si c'était pas encore l'ère du TGV, il y avait des wagons qui étaient destinés aux bagages encombrants, aux affaires de sport, aux vélos, etc. Et donc on accédait en gare à un guichet où on donnait aux agents de la SNCF son vélo et puis on le retrouvait à bon port en arrivant. Voilà. Et ce service a complètement disparu. Alors dans le Paris-Lille, de temps en temps, il y a une dizaine de places dans le wagon de tête. Je crois qu'il y a le Paris-Lyon aussi a quelques places pour des vélos. C'est à raison d'une 10-15 de places maximum, une fois par jour. Bon. Mais c'est une lointaine réminiscence de ce dont vous parlez à l'instant. Pour terminer, je regarde à nouveau ma montre Georges Amar, mais cette fois vous m'avez pas vu cette fois. D'autres innovations, alors au-delà du vélo, et on va terminer là-dessus. Peut-être vous aviez prévu aussi une présentation. Et ben voilà, très bien. Mais alors peut-être en quelques mots, vous nous en avez déjà dit beaucoup, mais est-ce qu'on, en matière de confort, de transport, de restauration, alors par exemple la restauration, on s'est dit justement c'est ce rapport au territoire. On s'est dit on va pas charger des plateaux repas à Bordeaux et à Lyon et les distribuer le long du train, le long du trajet, ça n'a aucun sens en fait. On est en train de réfléchir à travailler sur des partenariats avec les restaurateurs locaux et de dire quand on arrive à Ghana, il y a le traiteur de Ghana qui vient livrer ses plateaux repas, etc. Enfin voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, je crois que Georges Amar sera le 8301e sociétaire. Précision, ça n'offre aucun avantage sur les trajets à venir, sur le coût des trajets à venir d'être sociétaire. Alors, justement, en fait, il y a un cercle, parce que la question de la tarification, nous, on a bien eu, et on a élaboré un modèle économique, donc on a un tarif qui nous permet de voir comment on peut être à l'équilibre, donc on l'a élaboré ça. Mais maintenant, la question de la tarification, les avantages, les tarifs sociaux éventuellement, les tarifs de groupe, les tarifs pour les sociétaires, il y a un groupe de sociétaires qui a proposé justement récemment au conseil d'administration de créer un cercle de réflexion sur la tarification. Donc ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si en étant sociétaire, vous aurez des tarifs réduits sur le train ou pas. C'est possible ou pas. Enfin, je sais pas. C'est les sociétaires qui vont construire ça. Et ben voilà, Sébastien Marek participera peut-être à construire ça également. Merci beaucoup Alexandra Desvézieux et on suivra alors cette aventure Railcoop et pour ce qui nous concerne, nous le grand public, on la suivra notamment à partir de juin 2022 et le lancement, l'ouverture de cette ligne Lyon-Bordeaux dont vous nous parliez à l'instant. Mais tout le monde peut devenir sociétaire, je tiens à le dire. Enfin, je le redis parce que vous dites grand public, mais voilà. Non, pardon, grand public, voilà, je parlais par rapport, excusez-moi, je parlais par rapport au fret qui lui va mettre en place avant. Vous nous disiez dès la fin de l'année. Voilà. Mais il est toujours possible de rejoindre la coopérative à tout moment. Voilà, merci. Écoutez, surveillez bien vos inscriptions ce soir. Peut-être Jacques d'ailleurs sera un nouveau sociétaire. Il nous dit sur les commentaires très bien le retour du fourgon. Voilà, ça parle effectivement. Et Isabelle, qui est apparemment sociétaire de Railcoop, elle nous dit qu'elle l'est pour le train et pour le vélo. Voilà. Effectivement, c'est deux enjeux qu'on associe assez facilement.